Bonsoir et bienvenue à tous. Il a longtemps observé, critiqué, dénoncé. Aujourd'hui, il entre dans l'arène. Le week-end dernier à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Assalé Tchimoko, député maire de Tiassalé, président de Aujourd'hui et Demain. La Côte d'Ivoire officiellement levé le doute. Il sera candidat à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Une annonce qui bouscule le jeu politique ivoirien, interroge sur ses intentions réelles et ouvre un nouveau chapitre dans sa trajectoire atypique, mais avec quel projet, quelle vision pour la Côte d'Ivoire, quel positionnement face au pouvoir RHDP et à une opposition dite, bien sûr, éclatée. Est-il là pour gagner ou peser ou simplement perturber? Et surtout, peut-il incarner une vraie alternative crédible en Côte d'Ivoire? Pour en parler ce soir, un invité, Israël Guebo, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, je tiens à rappeler que vous êtes le premier vice-président du mouvement ADCI, Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, en charge de l'éducation, de la formation et de la communication, c'est bien ça? C'est ça. Merci. Et face à vous ce soir, trois consultants de Entre deux News. Arsène Adoma, bonsoir. Analyste politique. On est arrivé, Michel Guebo. Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, Kédik. Et puis Gaël Lakba, analyste sociopolitique. Bonsoir, Gaël Lakba. Bonsoir, Sidik. Alors, vous serez questionné également par nos consultants qui feront aussi des rebonds sur vos différents propos. Alors, pourquoi Assalé Tchimoko a-t-il attendu si longtemps et maintenant annoncé sa candidature? Pourquoi Yamoussoukro? C'est drôle la question parce que certains estiment que c'est trop tôt qu'il se lance. C'est trop tard. Trop tôt, c'était. Certains voudraient qu'il attende 2030, 2040, 2050. Non, il n'a pas attendu. Assalé Tchimoko arrive à la maturation d'un projet. Je pense qu'il a toute la légitimité aujourd'hui pour revendiquer d'être au sommet de l'État. C'est un parcours. Il a commencé comme journaliste à enquêter, à travailler pour comprendre la société et pour indexer ce qui n'allait pas. Ensuite, il a été député, maire et député, et on a bien vu ses actions en Côte d'Ivoire dans son travail de député, de parlementaire, des actions qui ont impacté la vie de tous les Ivoiriens. Et donc aujourd'hui, c'est légitime qu'à 49 ans, qu'il revendique devenir président de la République. Et là, c'est trop tôt et trop tard pour vous. Pour certains, c'est trop tard. Non, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je pense que quand on a fait 10 ans, 15 ans d'action sur le terrain... À moins de 5 mois, c'est le bon moment. Quand on sera face à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Tidiane Tcham. Mais non, notre affaire, Assalé Tchimoko ne se présente pas par rapport à un individu, il ne se présente pas par rapport à un candidat, il se présente par rapport aux besoins de la Côte d'Ivoire, il se présente par rapport aux besoins des Ivoiriens, il se présente pour être une alternative, pour être même une rupture par rapport à l'ordre qui a été établi depuis presque 30 ans maintenant. Bien, Gaël Lakba. Israël Guebo, bonsoir. Bonsoir, Gaël. Alors, je vais poser une question à deux volets. Déjà, tout à l'heure, Sidik a présenté ADCI comme étant un mouvement. Si vous suivez bien, vous êtes un homme de communication, vous verrez que depuis qu'Assalé Tchimoko a annoncé sa candidature, certains présentent ADCI comme un parti politique. Ça fait déjà polémique. Je vous donne l'occasion de pouvoir clarifier à ce niveau. Et puis, pour revenir à la question même, ADCI se positionne aujourd'hui comme une alternative crédible. Alors, mais sur le terrain, comment traduire cette vision dynamique électorale face à des partis enracinés comme le PDCI, le PPACI, des partis qui ont fait une décennie? Oui, nous avons fait le choix sur la première question. Nous avons fait le choix d'être un mouvement politique, c'est ADC. Vous savez, un parti politique est cloisonné, est compartimenté. Il trace des lignes de démarcation entre des camps, entre des clans. Nous souhaitons être ouverts. Aujourd'hui, à ADCI, il y a des personnes qui viennent du PDCI, du PPACI, du MGC, du RHDP. Donc l'idée, c'est qu'au départ de ce projet-là, nous puissions embrasser le maximum d'Ivoiriens qui ont envie de changement et qui ont envie de rupture. Donc il ne faudrait pas que nous mettre aujourd'hui dans une posture de parti puisse freiner ces personnes-là. Première chose, donc vous n'êtes pas un parti politique? Nous ne sommes pas un parti politique, clair. Nous sommes un mouvement politique. Nous sommes un mouvement citoyen à caractère politique. Sur la question, je veux vous rappeler que, la deuxième question, 4,5 millions d'Ivoiriens depuis 2010 ne votent pas. Et donc, il y a un constat, c'est qu'il y a un désamour, il y a un désengagement, il y a une déception d'une grande partie des Ivoiriens, des électeurs, vis-à-vis du jeu politique, vis-à-vis des hommes politiques. Donc c'est vrai qu'en face, on peut nous reprocher de rencontrer des partis politiques qui sont implantés depuis longtemps, mais il faut regarder les chiffres des différentes élections. Je vais prendre les élections de 2020 par exemple. L'élection présidentielle, le RHDP remporte avec 3 millions de voix. Lors des élections locales, donc municipales et sénatoriales, le parti au pouvoir remporte avec 1 700 000 voix. Ça veut dire qu'en fait, il y a un écart de 1,3 million. Donc, quand vous croisez ces deux données, là, vous vous rendez compte que de plus en plus, les Ivoiriens n'ont pas envie d'aller aux élections
parce que des abusés, parce que des assornés par tout ce qui se passe. Donc, nous voulons parler à ces Ivoiriens-là qui sont déçus de la politique. Nous voulons parler à ces Ivoiriens-là qui traînent et qui rechignent à aller au bureau de vote pour mettre leurs urnes. Et même, nous voulons leur dire que, en fait, peut-être que vous avez, par le passé, vous avez eu peur de faire de la politique. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter une autre façon de faire de la politique en nous basant sur les idées. Vous remarquerez que lorsque le président Saleh Tchimoko annonce sa candidature, il présente en même temps son programme de gouvernement. Pour que dès maintenant il soit critiqué, pour que dès maintenant on puisse discuter et débattre. N'attendons pas d'aller en campagne avant d'ouvrir le champ des discussions. Dès maintenant, il faut. Donc on est vraiment dans une sorte de rupture et nous voulons véritablement être cette alternance, cette alternative-là à la gouvernance. Vous pouvez résumer tranquillement votre vision en un seul mot si c'est possible. En 3 mots, je dirais, premièrement, réinventer l'éducation. Deuxièmement, lutter contre la corruption. Troisièmement, réformer l'administration. Merci. C'est un peu ce que tout le monde propose, hein? Réformer l'éducation, hein? Lutter contre la corruption. On a des structures même qui luttent. Je voudrais poser la question simple. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'Assalé Tchimoko n'est pas suffisamment crédible pour diriger la Côte d'Ivoire? Lorsque Assalé Tchimoko décide de supprimer les COJES à Tchassalé et que le président de la République lui-même signe un décret pour supprimer les COJES, est-ce que ça impacte la vie des parents d'élèves ou pas? Si c'est écouté, il y a un débat, mais je vous laisse le soin. Est-ce que les parents d'élèves sont impactés ou pas? Lorsque Assalé Tchimoko, lorsque se lève la fronde dans la crise contre les data et que finalement les opérateurs reculent, est-ce que des millions d'Ivoiriens, d'utilisateurs... Il n'était pas le seul dans la crise contre la data. Je suis d'accord. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il était le seul. Je n'ai jamais revendiqué qu'il était tout seul. Je dis que dans la fronde, lorsqu'ils participent et que derrière, il y a un recul de ces opérateurs, est-ce que les Ivoiriens sont touchés ou pas? Est-ce que lorsque il y a les déguerpissements à Yopougon et que Assalé va sur le terrain pour se renseigner, pour essayer de découvrir que finalement l'école qui a été cassée, elle était bien inscrite, elle avait bien tous les papiers. Est-ce que ça n'impacte pas la vie des gens? Est-ce qu'on n'arrive pas à un changement? Donc finalement, est-ce que l'action d'Assalé n'impacte pas la vie des Ivoiriens? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que toutes ces actions qu'il a faites pendant ces années-là n'a pas impacté la vie des Ivoiriens? Je réponds oui, c'est impacté la vie des Ivoiriens. Il n'a pas cherché à savoir, est-ce que quand il s'intéresse par exemple à la question du foncier, est-ce que les personnes qui ont été spoliées sont du RHDP, du PPACI ou du FPI? Non, je ne pose pas cette question-là. Il était député de la nation. Je souligne bien le mot nation en gras et vous pouvez le noter, parce que c'est ce qui est important. C'est l'action qu'on fait pour tous les Ivoiriens. Et ça, je pense que ça va compter. Mais moi, je vais dire quelque chose avant de... Oui, allez-y. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais te demander comme ça, qu'est-ce qui différencie Al-Saleh des autres acteurs politiques que sont Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui les différencie au terme de valeur? Assalé Tchimoko est engagé dans l'intégrité, engagé dans la lutte contre la corruption. Ils ne sont pas aussi... Premièrement, je vais jusqu'au bout. Est-ce que c'est ce qui n'est pas fait par les autres? Je vais jusqu'au bout de ma réflexion. Quand vous regardez Assalé Tchimoko aujourd'hui, il ne vient d'aucun système. C'est un peu une sorte d'ovni qui a fait son chemin presque tout seul. Il n'est pas d'un parti politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui reprocher d'être comptable de ce qui a été fait par le passé. Donc ça, c'est déjà un premier élément de démarcation. Deuxième élément de démarcation, voici quelqu'un qui n'a pas attendu d'avoir les appareils de l'État, d'avoir les moyens de l'État pour agir sur le terrain, pour agir dans le sens de répondre aux besoins des Ivoiriens. Pour moi, c'est un élément qui est différent, qui permet de faire la différence entre lui et les autres. Bien, Arsène Anoma. Bon, je vais rebondir sur sa fin. J'avais déjà remarqué ça lors de son passage sur une chaîne où il avait dit que Assalé Tchimoko a un parcours atypique parce qu'il n'a pas attendu d'avoir les moyens de l'État pour se faire aimer par les populations ivoiriennes. Je n'ai pas dit atypique, mais bon, je comprends l'idée. Bon, un leader particulier. Je constate que Assalé Tchimoko, par exemple, il est député-maire. Il est député-maire et il use de son titre de député-maire pour créer l'engouement auprès des populations pour lui. Donc moi, lorsqu'on dit aussi qu'il n'a pas attendu d'avoir les moyens de l'État pour impacter la vie des Ivoiriens, pour moi, en étant député-maire, il impacte la vie de ses concitoyens et, étant donné qu'il est député de la nation, il fait cause pour des sujets qui sont d'ordre nationaux, comme par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, la crise des data, dans laquelle encore, il n'a pas été le seul à intervenir. Pour moi, j'aimerais dire que lorsqu'on me dit qu'il est un leader particulier, je peux me tromper, mais je ne vois pas trop parce que lorsque je prends par exemple quelqu'un comme le président de la République actuelle, il n'a pas attendu d'avoir un poste électif
pour entrer dans le cœur des Ivoiriens et se faire élire président de la République. Donc pour moi, partir de la Lui, il a été particularité... Premier ministre, là, le président actuel. Lorsqu'il se faisait élire, il n'était plus Premier ministre, il y avait des Ouais, mais il années. avait été Premier ministre avant. Non, il n'était pas en fonction étatique D'accord, allez-y, nationale. allez-y, Voilà. allez-y. Donc pour moi, dire que Assalé Temoko est particulier, d'abord je ne le pense pas. Deuxième point, pour moi, on reproche parfois à l'honorable de surfer un peu sur les sentiments des On n'est pas Ivoiriens. les mots de faire de la récupération. De fait de la récupération. On n'est De pas fait de la dans le mot. récupération. Tout à l'heure, vous avez tenté, si je me trompe, de lui attribuer la paternité des revendications sur la data, alors qu'il n'était pas le seul. Et je reviens à cela par rapport à l'article 48 sur le président Thiam. Au départ, si je m'en souviens très bien, l'honorable avait pris fait et cause pour l'application de l'article 48. Après, lorsque la question a ressurgi concernant la radiation du président Thiam, finalement, il fait un autre poste pour prendre fait et cause contre l'article 48. Moi, je trouve que là, il y a un semblant d'inconstance et de récupération politique. Donc, moi, j'aimerais que vous nous dites, en fait, est-ce que Assalé Temoko est un leader constant et quelqu'un à qui on peut avoir confiance, ou bien il est là et prêt à récupérer les choses pour essayer d'entrer dans le cœur des Ivoiriens? Je vais vous poser une question très simple. Combien de députés en Côte d'Ivoire connaissez-vous qui se sont autant engagés qu'Assalé Temoko sur des causes nationales? Combien? Pour moi, tous les députés s'engagent. ma question Non, précise. tous les députés s'engagent, sauf que certainement, d'autres députés étant peut-être dans des appareils politiques ou bien ayant leur ligne de conduite, ne font pas de la communication sur ce qu'ils font, comme peut-être le député à tel tour. Parce que, in fine, je me dis que le résultat escompté, le but escompté, était celui-là, de prétendre à être président de la République. Donc, c'est tout à fait normal qu'on cherche à apparaître comme celui qui est le porte-flambeau des revendications des Ivoiriens, alors que je ne pense pas qu'à l'Assemblée nationale, il soit le seul à prendre fait cause pour les problèmes des Ivoiriens. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je comprends bien. Alors, non, j'entends bien ces remarques, ces reproches. On ne peut pas reprocher à un député de s'intéresser aux problèmes des Ivoiriens. J'ai du mal à entendre ce reproche-là. On ne peut pas reprocher à un député, quand il y a une situation, de s'empresser de le faire. Donc ça, pour moi, c'est un reproche que je n'entends pas. On ne peut pas reprocher à Assalé Temoko d'être ivoirophile, d'aimer la Côte d'Ivoire, d'aimer les Ivoiriens. La dame qui a eu sa maison cassée, il ne lui a pas demandé son parti politique avant de prendre fait et cause pour elle. Justement, parfois, mettre en lumière sur les réseaux sociaux, mettre en lumière dans les médias des situations, permet d'attirer l'attention et finalement de trouver des solutions. S'il n'y avait pas eu cette situation, auriez-vous entendu parler de M. Comé? Je ne crois pas. Donc, à un moment donné, je pense que c'est aussi nécessaire. Assalé Temoko n'a pas les médias à sa disposition. Ce qu'il a, c'est un instrument. Il a un journal, il a l'Internet. C'est un instrument, mais justement, il a l'Internet. L'Internet est un formidable instrument qui lui permet de pouvoir mettre en lumière. Donc, vous ne pouvez pas en même temps dire qu'il a un instrument qui est Internet et lui reprocher d'utiliser le média que l'Internet lui offre pour faire... Non, quand on veut le faire paraître comme quelqu'un qui est devenu de tout moyen de communication, c'est en cela que je relève qu'il a d'autres choses. Mais il n'a pas répondu sur l'article 48, où moi j'ai relevé deux positions contradictoires. Il n'y a pas d'incohérence. Je vais peut-être simplifier pour que ceux qui ne sont pas juristes puissent comprendre. Ce qu'il a dit, c'est que l'article 48, en l'espèce, empêchait effectivement M. Thiam d'être candidat, tant qu'il n'avait pas encore renoncé à sa candidature. OK. Une fois, à sa nationalité française. Une fois qu'il a fait, il redevient automatiquement ivoirien. Là où le bas blesse, c'est que la CEI donc, retire M. Thiam de sa liste. Pourquoi? Parce qu'il se serait inscrit sur cette liste-là au moment où il avait encore la nationalité française. L'affaire arrive au contentieux. OK? Le juge dit que le juge donne raison à la CEI et donc retire M. Thiam. Mais Assalé rappelle que dans une même affaire à Thiassalé, des personnes soupçonnées d'avoir fraudé sur la nationalité ont été inscrites sur la liste électorale. L'affaire est arrivée au contentieux. Le juge a estimé qu'il n'était pas compétent et qu'il fallait aller au civil. Donc Assalé s'étonne que, dans le cas de Thiassalé, sur une même situation,
on refuse, donc le juge de contentieux refuse de se prononcer, ramène au civil, et que pour Thiam, on s'empresse. Donc, c'est un deux poids, deux mesures. Voilà ce qu'il dit. Donc, pour moi, il n'y a pas d'incohérence, il y a plutôt une constance. Bien, Israël Guebo, la position de ADCI est ambiguë. On ne sait pas si vous êtes avec le pouvoir ou l'opposition, parce qu'on ne vous voit pas en manifestation de l'opposition ivoirienne, également dans les plateformes de l'opposition. Que répondrez-vous à ces derniers? Là-dessus, j'ai répondu il y a quelques temps. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun appel, aucune sollicitation. Et vous n'avez pas adressé aussi aucune sollicitation qui vient. Vous remarquerez que dans toutes nos manifestations, nous envoyons des invitations à tout le monde. D'ailleurs, à Yamoussoukro, avec Charles Blé Goudé. À Yamoussoukro, il y avait le président du PSDI, qui est le Parti social-démocrate ivoirien, Digneto Koulibaly. Il y avait le président du COGEP, Charles Blé Goudé. Il y avait des représentations, un premier vice-président de MGC. Il y avait également un représentant de Objectif République, qui sont tous membres de la CAP. Donc, nous ne sommes pas fermés. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, je disais que nous sommes un mouvement, nous sommes ouverts. Maintenant, si on nous appelle, que ce soit dans un camp ou dans un autre, nous regarderons le contenu, nous regarderons le contour, nous regarderons les intentions. Donc pour nous, pour l'instant, nous faisons notre chemin. La posture qu'ADCI a prise, c'est d'être dans une posture d'éducation. Ça fait 1 an que nous sommes maintenant sur le terrain. Parce que vous savez, si notre population n'a pas compris les enjeux qu'il y a, on va continuer à se laisser manipuler. On va continuer à regarder les hommes plutôt qu'à regarder les projets. Il faut que pour cette campagne qui va s'ouvrir en octobre, là, en septembre-octobre, les Ivoiriens sont amenés à regarder, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir? Et nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ADCI, dans son slogan, c'est construire une société de confiance, c'est un projet de développement durable. Nous réfléchissons comment est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui, mais nous nous posons une question essentielle. Quel est le modèle de société que nous voulons laisser pour nos enfants de demain? Bien, donc en somme, vous n'êtes ni proche de l'opposition ni du pouvoir. C'est clair que nous ne sommes pas proches du pouvoir, ça c'est clair. Nous ne sommes pas proches du pouvoir. Par contre, sur l'opposition, il y a des idées qui rencontrent notre démarche. Par exemple, nous demandons des élections inclusives. Nous demandons l'ouverture, la réouverture du dialogue politique. Désaccord sur certains points, mais si vous devrez répondre par une question fermée, êtes-vous de l'opposition, proche de l'opposition ou pas? Nous nous considérons comme une force de proposition. Maintenant, si demain, dans l'évolution, on nous considère, on nous catalogue dans l'opposition, bon, ça c'est une chose, mais nous nous considérons en tout cas comme une force de proposition. Bien. Michel Béta, ensuite, Gaël Lacroix. Oui, moi je suis encore... Bon, je dirais que nous sommes en train de nous poser des questions sur votre capacité. C'est légitime. Et toujours est-il que nous voulons savoir ce que vous proposez comme priorité en termes de programme, notamment au niveau des jeunes, au niveau de la santé, et pourquoi pas du social également. Tout à l'heure, lorsque Gaël me posait la question, j'ai situé 3 axes principaux pour nous. Et vos questions se retrouvent à l'intérieur. Le premier axe, c'est celui de l'éducation. Quand je parlais de réinventer l'éducation, vous avez dit, c'est ce que tout le monde propose. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été faites. En Côte d'Ivoire, il y a eu 6 000 classes supplémentaires qui ont été construites, des universités ont été construites et réhabilitées, c'est une très bonne chose. Mais qui sont ceux qui sont à l'intérieur de ces bâtiments-là? Quel est le système éducatif qu'on prévoit? Aujourd'hui, regardez, il est important de donner une âme à l'éducation nationale. On forme des personnes pour finalement les emmener à la rue. Je vous ramène à la note du professeur Saliou Touré, qui a décrié aujourd'hui le manque de professeurs de scientifiques, le manque de professeurs de mathématiques. Il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui font la 6e jusqu'à la 3e sans avoir vu un seul cours de mathématiques. Mais c'est dangereux. On construit des ponts, on construit des grands bâtiments, et on va aller chercher des ingénieurs à l'extérieur pour s'en occuper. Il est important que nous puissions réformer donc, cette éducation. Alors, on va faire un choix très strict au niveau éducationnel. Nous allons faire en sorte que les matières à enseigner prioritaires soient les sciences dures, le numérique, les physiques, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs, des filières qui ouvrent et qui débouchent demain sur de l'employabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est important que le recrutement même des enseignants soit regardé. Vous avez aujourd'hui des élèves, des personnes qui sont en terminale, qui ne peuvent pas faire une dictée de 3e ou de CM2. Nous allons supprimer le recrutement des enseignants à partir de la 3e, vu le niveau aujourd'hui. Donc, c'est important de relever le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il faut faire un système éducatif qui forme des personnes prêtes à l'emploi. Vous parlez des jeunes, c'est important.
Donc ça, c'est sur le côté de l'éducation. Sur le côté de la lutte contre la corruption, c'est vrai, aujourd'hui, il y a la haute autorité de la bonne gouvernance qui existe. Mais quels sont les pouvoirs de la haute autorité de la bonne gouvernance? Nous allons faire en sorte que cette autorité de la haute gouvernance soit totalement indépendante. Quels sont les pouvoirs de coercition? Donc des pouvoirs d'enquête et de poursuite. Combien parmi les autorités ont fait une déclaration de patrimoine? Pas beaucoup. Mais la haute autorité ne peut rien faire parce que finalement, et c'est pour ça que nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons faire en sorte que le président de la haute autorité soit recruté par appel à candidature et obliger tous les agents publics à déclarer leur patrimoine sur un site transparent. Ça s'est fait ailleurs. Donc ça peut se faire ici aussi. Deuxième chose, il faut supprimer toutes les nominations de connivence et de complaisance. Il faut miser sur la compétence. Ça, c'est indispensable. Deuxième chose, il faut rendre obligatoire la reddition des comptes. Faire en sorte que chaque année, il y ait un audit. La loi autorise à faire ce qu'on appelle le contrôle in situ. C'est-à-dire, vous arrivez, vous trouvez un bâtiment, il faut savoir qui a construit ce bâtiment-là. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a été inscrite aujourd'hui sur la liste, sur la liste grise, parfois dans la liste noire. Blanchiment d'argent, et ainsi de suite. Il faut qu'on regarde dans les constructions ce qui est fait. Il faut faire en sorte que la corruption soit levée en ennemi numéro 1, ennemi public de la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. En Côte d'Ivoire, il y a 2 millions de voitures qui circulent, environ. Sur les 2 millions, il y a 1 700 000 environ qui n'ont pas de visite technique. C'est un scandale. Ce sont des chiffres officiels. C'est un scandale. Je vous emmène à aller chercher vos chiffres. Ce sont des chiffres officiels. Et donc, dans les États-Unis nous regardent. Donc, ils pourront faire leurs recherches. Pareil. Vous regardez, tous ceux... Il y a un décret de 92 qui interdit la vente de gaz par les... Enfin, l'utilisation du gaz par les véhicules. Est-ce que ce décret est appliqué aujourd'hui? Non. À l'intérieur du pays, de nombreux véhicules circulent avec du gaz. Pourquoi? Parce que la chaîne de corruption est encouragée. Donc c'est tout ça, contre tout ça, il faut lutter. Nous allons faire en sorte que nous allons regarder dans les comptes. Ceux qui ont volé de l'argent, ceux qui ont pillé de l'argent doivent être jugés. Même avant votre arrivée, ou bien ceux qui l'ont fait avant, ou bien après? Il faut regarder tous ceux qui ont fait. Mais après notre arrivée. Même avant? Après notre arrivée. Oui, avant. Avant? Avant, il faut regarder. Okay. Même s'ils sont à la retraite. Il faut regarder, il faut faire une audit. Parce que c'est quand même des Ivoiriens qui ont été spoliés. Tout à fait. Et justice, ils ont droit à la justice. Donc voilà, sur la question de la corruption, voilà ce que nous voulons faire. Enfin, sur la question de la... D'ailleurs, là-dessus, il y a un élément important. C'est la réduction des dépenses. C'est-à-dire que nous voulons construire un État rationnel. Là où ce n'est pas opportun de dépenser, il faut supprimer ces postes-là. Je pense à la vice-présidence, je pense au Sénat, je pense aux hauts représentants, je pense à la grande médiature, je pense aux 12 gouverneurs de districts qui ont été créés et qui ne servent strictement à rien. Je pense au Sénat. Donc, il y a tout cela, il faut regarder comment est-ce qu'on organise et on récupère de l'argent. Et puis après, vous avez des ministères qui sont très budgétivores. Il faut faire une audit pour comprendre comment ça fonctionnait pendant ces années-là. Donc, voilà quelques pistes. Et puis enfin, sur la question de l'administration, je pense qu'il faut réformer l'administration. L'état civil, les recrutements. Il faut avoir une administration républicaine qui est dépourvue, qui s'est départie de tout clan. Il faut sortir la politique de l'administration, les associations des fonctionnaires des ADCI, associations de... Non, l'administration, c'est l'administration. On peut être militant d'un parti et être dans l'administration sans que cela n'ait un impact. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut proposer des trois grands axes. Vous avez été vraiment très, très prolixe tout à l'heure. Moi, je me réjouis que l'interview ne soit pas trop politique. Je ne souhaite même pas qu'elle soit politisée parce qu'on a envie d'entendre votre vision. Je vais revenir pour une question technique encore dans l'éducation. Quelle rupture concrète proposez-vous face aux inégalités flagrantes entre les écoles urbaines et puis les écoles rurales? Ça, c'est le premier élément. On le sait actuellement, cette fois-ci, la question s'adresse à la jeunesse. La jeunesse est beaucoup courtisée. Tout le monde ne fait que parler au nom de la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse.
Quelle politique radicale ADCI propose pour éviter que cette jeunesse-là ne soit encore sacrifiée? Sur la jeunesse, je commence par ça. Regardez le modèle de société qu'on a offert à la jeunesse les 15 et 20 dernières années. Regardez comment est-ce qu'on a encouragé la médiocrité, la facilité. Plein de phénomènes aujourd'hui ont donné des raccourcis à des jeunes. Le broutage, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Il faut ramener l'éducation citoyenne. D'ailleurs, je pense que le service militaire doit être ramené et doit être obligatoire. Doit être ramené et doit être obligatoire pour tous les jeunes. Vous avez des jeunes qui ne respectent pas le drapeau. Vous avez des jeunes qui ne savent même pas quelle est la devise de la Côte d'Ivoire. Qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Or, je pense que une certaine génération comme nous, avec quand même à l'école, a connu le salut aux couleurs, a connu les différents symboles de la République, a connu ce qu'on appelle l'ECM, l'éducation civique et morale, et même l'éducation routière. Parce que notre génération, par exemple, découvre le code de la route à l'auto-école. Moi, je me rappelle toujours de mon premier cours d'éducation routière. Avant de traverser, je regarde à gauche et à droite. Donc, il faut ramener l'éducation citoyenne, civique et morale au sein de l'école. Mais je ne veux pas vous couper, ça existe toujours. Hein. Ça existe, voilà, ça existe. Peut-être que ce n'est pas. Il y a même les services civiques qui sont instaurés. Donc, il faut rendre le service militaire obligatoire. Ça, là-dessus, le service civique, pardon, obligatoire. Première chose. Ensuite, il faut donner de l'espoir aux jeunes. Leur donner de l'espoir, c'est faire en sorte que, j'en ai parlé un peu, c'est faire en sorte que dans leur formation, ils aient un avenir, ils aient une perspective. Aujourd'hui, vous voyez des filières où tous les jeunes s'engouffrent. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 400 000 jeunes qui sortent chaque année, environ, des universités et des grandes écoles. L'État ne peut qu'absorber 15 000. Mais tous les autres ont été engouffrés dans des filières qui ne servent systématiquement à rien. Alors qu'aujourd'hui, on a de nouveaux secteurs, dans le BTP, dans le numérique, dans les médias, la communication, ainsi de suite, qui embauchent ces jeunes-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire rencontrer la formation des jeunes avec l'offre du marché. Donc, éduquer les jeunes et puis les former pour être tout de suite employables. Éducation. La question de la rupture. Oui, alors là-dessus, il faut continuer à construire des écoles, mais pas que. Ce sont les disparités. Oui, c'est-à-dire entre la zone rurale et les zones urbaines. Mais ça, c'est un programme beaucoup plus... Il faut redonner aux collectivités locales le pouvoir de travailler sur l'éducation. Parce que c'est un peu trop centralisé. Et forcément, quand c'est centralisé, entre le moment où on décide de construire une école, au moment où le budget va arriver, il peut se passer 1 an, 2 ans. Donc, il faut redonner le pouvoir aux collectivités locales pour qu'elles s'occupent de l'éducation. Première chose. Deuxièmement, une fois qu'on a réglé la question de la décentralisation, il faut accentuer le rapprochement de l'école, ce qu'on appelle le collège de proximité. Ça a commencé à être fait, il faut les accentuer. Et ça permettra donc à des enfants d'éviter de marcher 14 km, 50 km par aller à l'école, mais d'avoir l'école à proximité. Et donc, là-dessus, il faut recruter également des enseignants qui ont le niveau. Parce que bien souvent, on a l'impression que, comme c'est au village, donc on peut prendre quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui va pas. Non, il faut recruter des enseignants vacataires. Le niveau. Voilà. Bien. Alors, comment vous répondez à ceux qui disent que ADCI est trop théorique et prend des décisions, sinon a une vision qui n'est pas applicable? Bon, avant d'appliquer, il faut avoir la théorie. Je veux dire... Parce qu'on a beaucoup entendu ce genre de discours. Oui, mais avant d'appliquer, parce qu'on peut reprocher à ADCI de tomber comme ça sur le terrain. Non, avant d'appliquer. Vous savez, notre réforme de l'éducation, elle a été faite par un comité qui a rédigé le projet. Celui qui a rédigé le projet, il est à Toronto, au Canada. C'est un Ivoirien, membre de l'ADCI, qui a eu récemment le prix national de la réforme dans l'éducation au Canada. Donc, on a de la matière. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de réfléchir pour sortir des théories. Mais il y a aussi des Ivoiriens qui sont dans l'administration, qui sont dans différents services, qui ont déjà fait la pratique. Donc, on va faire croiser notre vision avec les compétences et l'expertise de ceux qui sont déjà là sur le terrain. Bien. Michel Betta, pour terminer. Oui, moi je pense que nous sommes sur un terrain politique et ce qui est concret, c'est comment gagner les élections. À ce niveau-là, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment représenté dans les différentes localités pour avoir une perspective électorale bien stratifiée au point d'être représenté au nord, au sud et à l'est, avoir des représentants suffisamment dans les bureaux de vote pour contrôler votre électorat et l'élection? Est-ce que vous avez tous ces instruments-là et de quels moyens
finalement vous disposez en termes financiers? Depuis un an, depuis 12 mois, ADCI a commencé à parcourir toutes les villes, toutes les régions. Nous sommes aujourd'hui présents dans 30 régions sur 31. Il nous reste la région du Béret. Nous avons installé des comités citoyens villageois, des comités citoyens communaux, des citoyens... Combien de bases? Combien de... Bon, ailleurs on dit délégués. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de compiler les chiffres à un an, donc nous avons aujourd'hui 12 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire. Mais bien entendu, depuis hier en plus, nous avons commencé en prélude donc au parrainage citoyen, nous avons commencé à refaire encore le tour, à voir les zones qui n'ont pas été, j'ai envie de dire, habitées par ADCI, afin que nous puissions mobiliser. Et je pense que sur la question des moyens financiers, les Ivoiriens commencent à comprendre et à entendre le message. Nous avons organisé des événements pour lesquels, sans financement occulte, les Ivoiriens eux-mêmes sont venus apporter leur contribution pour le transport, pour la logistique. Donc, nous nous rendons compte, et en réalité, il y a des Ivoiriens qui sont conscients que quand un projet, quand une idée, qu'ils sont séduits par cette idée-là, ils peuvent contribuer, mettre leur temps, leur énergie, leur expertise, leurs compétences et leur argent. Ils l'ont fait pour Alassane, hein. Aujourd'hui ils sont déçus. Donc c'est pas qu'ils l'ont fait par son temps pour Alassane. D'autres ont contribué. Moi je vais m'atteindre à Alassane parce que c'est lui aujourd'hui qui a dirigé. Vous allez réagir sur cette question dans quelques instants. On marque une courte pause, c'est la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous recevons M. Israël Debo, un premier vice-président de ADCI en charge de la formation, de l'éducation et de la communication. Avec lui, nous parlons des ambitions de ce mouvement pour la Côte d'Ivoire parce que son président, Assalé Tiemoko, est candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne de 2025. Bien avant la pub, on parlait bien sûr des présidents, des anciens présidents qui ont reçu également des soutiens du peuple ivoirien, mais souvent, certains de ce peuple-là sont déçus. Est-ce que ADCI ne fera pas pareil? Est-ce que ça, on doit empêcher les citoyens de soutenir Assalé Tiemoko? Je pense que les Ivoiriens sont assez intelligents, accordons-leur ce bénéfice de doute, sont assez intelligents et assez responsables dans leur choix. Aujourd'hui, ils se rendent compte que Assalé Tiemoko, au regard de son parcours, au regard de l'impact qu'il y a eu par le passé, ils se disent, bon, écoutez, on peut quand même l'accompagner. Je vous rappelle que lors des élections municipales à Tchassalé, le premier vote avait été annulé. Et finalement, il y a eu une reprogrammation du vote. Mais ce sont les Ivoiriens qui ont cotisé pour qu'il ait de l'argent pour faire sa campagne. Donc, ils comprennent le message, ils entendent ce que Assalé dit. Et là, vous avez mobilisé combien pour la dernière manifestation? Alors, je peux vous dire, à Yamoussoukro, nous étions autour de 20 millions. 20 millions. Oui, okay. Parce que ce n'était pas que Yamoussoukro. Il y avait 3 jours, on a fait de la formation. Donc le 12, c'était des panels. Le 13, c'était de la formation. Et le 14, c'était la cérémonie de clôture. Okay. Donc nous avons eu 300 délégués qui sont venus de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et puis le jour de la cérémonie, on a eu 3000 personnes qui étaient présentes. Okay. D'abord, je voulais faire 2 clarifications. Est-ce qu'on parle aux questions? Oui, M. Debo a parlé tout à l'heure du recrutement des enseignants. Je voudrais dire que les enseignants ne sont pas recrutés. L'invité répondra à toutes les questions. D'accord. Ce que je voulais dire tout à l'heure, M. Debo a parlé de la réduction des dépenses. Si je ne m'abuse, M. L'honorable était député lorsqu'il y a eu la dernière augmentation des avantages des parlementaires et autres. Moi, logiquement, si on veut réduire les dépenses, l'honorable aurait dû, comme vous l'avez dit, il a pu faire cause pour l'histoire des data et autres, s'opposer carrément à cette augmentation des avantages des parlementaires et dire qu'en fait, le peuple a des besoins, pourquoi augmenter les parlementaires? Cet argent aurait pu servir à faire autre chose. Deuxième question, vous avez dit tout à l'heure sur la présence de l'article 48 que, si je paraphrase, le président Thiam serait victime d'injustice. Dans ce cas d'espèce, considérons que, parce que ça se précise, sa radiation a été confirmée. Si le président Thiam, effectivement, sa radiation est confirmée et qu'il n'y a pas d'accord politique pour le remettre en jeu dans les élections de 2025, étant donné que l'honorable est candidat à la présidentielle, qu'est-ce que fera l'honorable? Va-t-il maintenir sa candidature ou, par solidarité envers l'opposition dont est relativement proche ADCI, va-t-il ne pas aller à cette présidentielle? Alors, il y a une chose qui est claire, et le président l'a dit pendant son discours. Il a dit qu'il entend et il soutient la demande d'ouvrir le dialogue politique. Je pense qu'au-delà des débats juridiques qu'on peut avoir, nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où il faut s'asseoir sur la table. Et il est de la responsabilité du RHDP qui se dit oufouettiste, donc qui porte dans son ADN, dans ses gènes, le dialogue. Je vous rappelle que Oufoué disait que le dialogue, c'est l'âme des forts et non des faibles. Donc le RHDP doit continuer à parler, même si par le passé, ils ont parlé,
on ne parle jamais assez lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. On n'est jamais fatigué de s'asseoir autour d'une table lorsqu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, le dialogue doit continuer sur le cas de M. Thiam, sur le cas du président Gbagbo, sur le cas de M. Guillaume Soro, sur le cas de Charles Blé Goudé. On doit continuer à discuter parce qu'il y a combien à discuter pour satisfaire les désirata de l'opposition. Non, pour qu'on ait une élection inclusive, donc une élection apaisée. C'est important d'avoir une élection apaisée. Vous voyez, depuis 1995, les élections ont toujours entraîné des morts en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en 2025, on a l'occasion, enfin, d'avoir une alternance pour que le pouvoir passe à une autre génération, à une nouvelle jeunesse. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président en 2022, lors d'une interview, qui a dit qu'il est temps pour que le pouvoir passe à une jeunesse. D'ailleurs, moi, je pense que le président ne sera pas candidat. Voilà, il ne sera pas candidat parce que, je vous dis pourquoi. Lors d'un conseil politique, il y a quelques années, il avait 79 ans, il a dit, je le cite, j'estime que, c'est lui qui parle, au-delà de 75, 80 ans, il n'est pas raisonnable qu'on reste président. Pourquoi voulez-vous que je sois candidat? Et il ajoute, je viens. La politique, c'est la scène personnelle des réalités du moment. Et il ajoute, j'arrive. Et il ajoute. Ces propos n'ont plus de valeur. Et il ajoute, j'arrive. Il dit, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Dans une interview en 2020, je crois que c'est le journaliste de RFI, Christian Bobisque, lui demande, il n'est pas exclu donc que vous soyez candidat en 2027. Il dit, ah non, ça suffit. Ça suffit. Donc, ceux qui encouragent le président Alassane Ouattara à se présenter font deux choses qui sont graves. Premièrement, ils désobéissent à leur père qui a une volonté de ne pas aller se représenter. Deuxièmement, ils mettent la vie du président en danger parce que le président a expliqué la charge de travail du président et il a dit lui-même, il est fatigué. Il a dit, ayez pitié de moi. Lorsque quelqu'un appelle au secours, je pense que le RHDP devrait entendre le cri du cœur. Oui, devrait entendre le cri du cœur du président. Donc, si vous continuez à demander sa candidature, il y a un mot pour ça, mais je ne vais pas le citer ici. Donc, vraiment, là-dessus, j'encourage le RHDP à laisser le président aller se reposer, à entendre le cri qu'il a. À savoir raison garder. C'est ça. Bien, on verra cela ce week-end parce que le RHDP a son congrès. Il n'a pas... Alors, ça, c'est votre lecture. Mais quelle est votre position quant à la candidature d'Alassane Ouattara? Non, nous n'avons pas une position. Alassane Ouattara n'est pas n'est pas notre référentiel. Bien, mais quand on écoute le PPACI, le PPACI s'oppose automatiquement à cette candidature. Nous sommes ADCI. Vous êtes pour sa candidature? Notre référentiel aujourd'hui, c'est est-ce que ces élections seront apaisées? Notre référentiel aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les Ivoiriens... Il faut qu'on sorte des débats de personnes. Je viens. Oui, mais est-ce que ADCI s'oppose à la candidature d'Alassane Ouattara? Il faut qu'on sorte des débats... Donc, pas d'une candidature anticonstitutionnelle. À titre personnel, j'estime que lui-même, le candidat, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, lui-même a dit qu'il ne va pas se représenter. Pour moi, le débat ne se pose même pas. Mais vous... L'individu... Non, mais attends, c'est pas moi. L'individu même que vous encouragez à être président dit que je ne veux plus être candidat, je suis fatigué, ayez pitié de moi, laissez-moi partir. À ce moment-là, il n'y a plus de débat. Il dit que c'est même pas raisonnable qu'au delà de 75-80 ans, il puisse se présenter. Il n'y a plus de débat. Donc lui-même, il est prêt à partir. Et je pense qu'il va suivre ses paroles parce que je pense que le président est raisonnable. Et non les paroles. Allez-y, Michel Beta. Oui, quand on entend là-dessus, on pourrait penser que c'est un parti un peu utopique, moralisateur. Et puis souvent, j'ai envie de dire que les Ivoiriens ont besoin de repères. Hein? Ils n'ont pas tellement besoin de donner des leçons. Ils ont besoin de rupture aussi et de vérité, comme je pourrais le dire. Est-ce que vous pensez que l'ADC peut incarner ces valeurs-là? L'ADC incarne déjà ces valeurs-là. Par sa façon d'être et par sa façon de faire. ADCI incarne ses valeurs parce que le leader de ce mouvement politique-là l'a montré, je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'a démontré par le passé, qu'il n'a pas attendu d'être président. Il n'a pas attendu d'avoir les énormes moyens de l'État pour faire ce qu'il a à faire. Parce que sa priorité, c'est le bien-être des Ivoiriens. Mais oui, nous sommes dans la rupture. Et nous serons dans la rupture. Nous serons dans la rupture parce que voici quelqu'un dans son parcours, et c'est transparent, c'est visible. Il a refusé parfois des offres hyper alléchantes, là où certains seraient allés.
Assalé Tchimoko a fait quand même des enquêtes. Ici, ça fait presque 14 ans, 15 ans qu'il enquête sur la corruption, sur la fraude à l'état civil. Mais quelle proposition il n'a pas eu? Il aurait pu le faire. Donc, on peut juger aussi un homme sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il refuse de faire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a prouvé. Et puis, qui a montré qu'il est au-delà des clans, il est au-delà des camps. Assalé Tchimoko a montré que ce qui importe aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la nation, c'est la nation. Malheureusement, nous sommes quand vous prenez par exemple la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail, est-ce que vous pensez qu'on est encore unis aujourd'hui? La politique a fragmenté les peuples. On a des micro-peuples qui s'opposent les uns les autres par rapport à un individu. Il est important que la nation soit remise au cœur des Ivoiriens. Pareil pour la discipline, on est tous indisciplinés. Même au sommet de l'État, regardez parfois des voitures de l'État qui prennent la route en sens inverse. Mais au sommet de l'État, nous devons être des modèles. Avant de donner des leçons au bas peuple, il faut déjà être des modèles. Et puis le travail, mais en Côte d'Ivoire, on a privilégié la médiocrité, privilégié les raccourcis, privilégié les accointances, privilégié les nominations de remerciements plutôt que la compétence. Il faut remettre le travail. Et remettre le travail, c'est aussi regarder vers le monde agricole. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire les denrées alimentaires, les plus élémentaires, le riz. Le besoin en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est 2 millions en termes de consommation. La Côte d'Ivoire importe près de 1 200 000. C'est énorme. Nous sommes l'un des premiers pays importateurs de tilapia. Mais alors qu'ici, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des lagunes. Même l'oignon, la Côte d'Ivoire importe l'oignon du Pays-Bas, du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Mais pourquoi? Alors que ici, là, tout pousse dans ce pays-là. Je ne parle même pas du poisson, je ne parle même pas de la viande. Bon, voilà. Donc, quand je parle de travail, c'est aussi donner la possibilité aux agriculteurs de pouvoir produire. Nous sommes dans un pays qui ne produit pas suffisamment. Et donc, forcément, qui va se tourner vers l'extérieur pour se nourrir. Et là, c'est dangereux. Et quelle critique faites-vous contre le pouvoir RADP actuel, en place actuellement? Quelles sont les critiques que vous formulez contre ce pouvoir-là? Premièrement, d'avoir un État très centralisé. Trop centralisé. C'est-à-dire que toutes les décisions sont prises à Abidjan. On en est où aujourd'hui avec le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. La décentralisation. Les maires aujourd'hui, n'ont pas tous les pouvoirs, toutes les prérogatives. Première chose. Deuxième chose, c'est que la corruption s'est enracinée. C'est vrai. Quand vous regardez les indices de perception, on a l'impression qu'on voit que la Côte d'Ivoire a fait des bons. Mais ça, c'est juste dû aux réformes qui ont été faites. La haute autorité de la bonne gouvernance, le pôle pénal, pénitentiaire, la Cour des comptes. Donc tout ça contribue à montrer que la Côte d'Ivoire a une bonne volonté. Mais quel est le ressenti sur le terrain? Le ressenti sur le terrain, c'est que nous sommes profondément corrompus. Et ça, c'est l'un des reproches que nous faisons. Deuxièmement, c'est de ne pas suffisamment mettre l'éducation au cœur de la gouvernance. De ne pas suffisamment mettre l'homme au cœur de la gouvernance. C'est très bien qu'il y ait des routes. C'est très bien qu'il y ait des infrastructures. C'est très bien qu'il y ait des projets. C'est très bien d'avoir un PIB qu'on peut vanter à l'extérieur, mais en interne. Et dernière critique, c'est sur la dette. On peut faire des débats comme on veut, c'est vrai. Enfin, quand on fait le rapport PIB et la dette, on peut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint les 70% demandés par l'UEMOA. Donc, on est encore dans la tendance. Mais regardons le service de la dette. En 2025, c'est 5 400 milliards. Alors que nos recettes font que 8 000 milliards. Pour un budget de 15 000, c'est-à-dire qu'on va dépenser 15 000 milliards, alors qu'on ne produit, on n'a seulement que en recettes 8 000 milliards, desquels il faut défalquer 5 400 pour le service de la dette. Donc voilà les quelques reproches qu'on peut faire à la gouvernance. Alors, on va rester sur la gouvernance. Pour ma prochaine question, c'est en matière institutionnelle, quelle réforme Assalé Tchimoko porterait dès les 100 premiers jours s'il accédait au pouvoir? Et puis, pour rebondir, on voit beaucoup, on parle de panafricanisme, on parle de populisme dans le débat. Comment ADCI s'éloigne du discours populiste et quelle est la position de ADCI lorsqu'on l'interroge sur la vision panafricaniste? Ce qu'on a entendu de populisme lorsqu'on parle d'Assalé Tchimoko, c'est un peu ce qu'avait dit quelqu'un sur le plateau, c'est qu'on le soupçonne de faire de la récupération, d'utiliser des situations
Donc, on parle de populisme. Moi, je dis que ceux qui le font, ce sont des populophobes. C'est des gens qui n'aiment pas le peuple. Parce que quelqu'un qui se bat, corps, âme et esprit, qui met son temps, son argent, son énergie au service du peuple, c'est un populophile, si on peut le dire. Permettez-moi l'expression. Donc, sur le panafricanisme, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les peuples africains doivent se parler. Nous sommes engagés dans la coopération sud-sud. Après, c'est vrai, c'est des discussions qu'il faut avoir. C'est vrai, c'est des projets, des trajets qu'il faut tracer. Mais on ne peut pas fermer, ni se fermer avec nos frères d'à côté. C'est pour ça que nous, à ADCI, nous plaidons pour qu'il y ait un dialogue. Il faut discuter avec nos frères pour comprendre qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous sépare et trouver les terrains d'entente. Parce qu'on n'a pas le choix. Les frontières, là, aujourd'hui, elles vont être de plus en plus bannies. La CEDEAO déjà le montre. Donc, on n'a pas de raison d'être fermé. Au contraire, nous devons nous enrichir mutuellement de nos expériences, de nos expertises entre les frères d'à côté. Donc, d'un point de vue, il est important que l'Afrique se parle. Et il faut que l'Union africaine ait un vrai sens, qu'elle ne soit pas juste une structure consultative qui donne juste des points de vue, mais que l'Union africaine soit vrai, aussi bien économiquement, aussi bien au niveau des passeports. Attendez, pour ceux qui voyagent, vous voulez aller dans un pays africain, vous avez plus de mal à prendre un avion, par exemple, pour avoir un visa, que pour aller en Europe, par exemple. Donc, ça, de ce point de vue-là, il faut poser le débat froidement. Il faut engager le dialogue et discuter. On peut avoir des divergences, on peut avoir des points de discorde, mais il faut continuer à discuter. Bien, et quelle sera votre politique, votre réponse au problème d'inondation à Abidjan? Alors, répondez d'abord à l'autre. Pour les 100 premiers jours, c'est de faire des économies sur les dépenses. Parce que je vous parlais tout à l'heure des questions d'argent. La Côte d'Ivoire a des moyens de lever des fonds en interne, en supprimant des postes, comment dire ça? Attendez, la corruption, c'est quand même, et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la bonne gouvernance, entre 1 000 et 1 400 milliards par an. Donc, si on met en application tous les mécanismes de lutte contre la corruption, on économise 1 400 milliards. Si on supprime toutes les institutions qui ne servent vraiment à rien, on économise de l'argent. Donc, les 100 premiers jours, on sera dessus. Et ensuite, on va engager la réforme stricte de l'éducation nationale. Je plaide encore pour que, dès les 100 premiers jours, nous soyons en train de mettre les sciences dures au cœur. Il faut que, par exemple, l'intelligence artificielle prenne en compte le primaire jusqu'à l'université. Bien, votre réponse aux inondations à Abidjan, on ne vous a pas entendu là-dessus. Alors, sur l'inondation, c'est un problème qui est complexe et qui est transversal. Parce que les zones d'inondation, alors ce que j'ai vu ces deux derniers jours, c'est qu'il y a des travaux qui sont en cours en ce moment, normalement au niveau de 9 kilos, et donc accentué. Mais remontons un peu plus loin. Les gens ont construit sur la route de l'eau. À un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis de ça. Mais il faut que les populations elles-mêmes aussi soient sensibilisées. Parce qu'on peut accuser l'État chaque fois. Mais si nous-mêmes, tous les matins, nous allons boucher les caniveaux, forcément, la nature va se retourner contre nous. Bien, mais qu'est-ce que vous proposez? Je vais faire la proposition. Premièrement, nous, il va falloir regarder où passe l'eau. Comment continuer à faire des traversées pour que l'eau puisse circuler. On dira casser ces maisons. Je ne dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, il faudra réfléchir. Parce que si, après l'analyse de l'expertise, on se rend compte que oui, on a besoin de faire circuler de l'eau, il faut enlever cette maison, on regardera. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire, bon, à vue d'œil comme ça, cassons les maisons. Non. Par contre, ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est de faire de la sensibilisation auprès des populations. Il y a des infrastructures qui sont parfois construites, et puis nous, les populations, on vient mettre des ordures. C'est pour ça que je dis toujours qu'avant de parler d'infrastructures, il faut parler aussi d'éducation. Et pour nous, c'est important. Bien, Anoma, rapidement. Vous avez commencé à exposer votre projet de société, votre truc. C'est un extrait, oui. Un extrait. Considérons que le 25 octobre 2025, l'honorable président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il va conserver de la gouvernance actuelle? Qu'est-ce qu'il va abandonner? Qu'est-ce qu'il va améliorer? Toute considération mise à part, et on souhaite qu'il soit président de la République au soir du 25 octobre, il y a une idée qui est maîtresse avec Assalé Djemoko. Il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières. Il ne s'agit pas de dire, comme tu étais dans un parti politique, alors on te chasse. Non. Nous voulons travailler avec toutes les intelligences ivoiriennes, à partir du moment où elles épousent nos valeurs. Donc, en interne, on va regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui a été fait de bien. Je refuse de faire cette politique où on dit que tout est mauvais. Vous voyez, par exemple, les infrastructures qui ont été construites. Mais elles sont bien ou pas? Elles sont bien. Ce qu'on reproche, c'est
à l'intérieur de ces infrastructures, il n'y a pas d'âme. Donc, nous allons venir mettre de l'âme à l'intérieur de ces infrastructures-là. Première chose. Deuxième chose, la question de la question des, comment dire ça, des réformes qui ont été entreprises dans le secteur de la défense et de la sécurité. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait des efforts qui ont été faits. Mais ces efforts-là, nous devons les consolider, nous devons les renforcer pour faire de la Côte d'Ivoire une armée qui est l'une des meilleures en Afrique. Et cela passe par avoir une armée républicaine, une armée qui n'est pas clanique, une armée qui n'appartient pas à un camp, qui n'appartient pas à une ethnie, qui n'appartient pas à un parti. Donc, il y a des choses qui ont été faites et que nous allons conserver. Et nous allons poursuivre cette gouvernance-là. Mais mieux, nous allons également tourner vers la diaspora. Vous voyez, l'une des choses que nous avons faites, c'est de supprimer l'article 48. Pourquoi? Il y a des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, pour une raison ou pour une autre, qui ont pris une autre nationalité. Et on leur refuse le droit d'être Ivoirien parce qu'ils ont pris une autre nationalité. Il faut encourager la double nationalité, afin que tous nos frères qui sont à l'extérieur puissent venir investir ici, venir donner leurs compétences. Moi, je connais des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, en France, aux États-Unis, qui sont dans des écoles brillantes, mais qui refusent de venir parce que finalement, ils ont un peu peur de se dire... La double nationalité ne bloque que pour la présidentielle. Ça oui, pas... mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, non. Si, mais un Ivoirien qui a la double nationalité, On ne parlera pas en même temps. Est-ce qu'on a besoin d'un président de la République forcément pour... Merci Arsène Adoma. Michel Pétard, ce sera la dernière question. Qui se prononce un peu sur le franc CFA. Parce que c'est une question qui est vraiment liée à notre état d'État colonisé. Et je voudrais qu'il donne la vision. La place du franc CFA dans votre politique. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que peut dire le franc CFA, c'est qu'il est important que nous ayons une discussion sérieuse. Vous voyez, il faut qu'on sorte des sentiments et des ressentiments. Il faut qu'à froid, nous asseyions pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Il y a eu d'ailleurs, on m'a dit que ça s'appelle l'écho. C'est le nom qui avait été donné. Bon, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça va apporter à notre pays? Il faut que ceux qui ne sont pas des spécialistes se taisent et laissent parler les spécialistes, quel que soit le camp. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le politique ou la politique empêche les experts de se rencontrer pour discuter. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter à la volée. Il s'agit d'un sujet historique, des sujets économiques et des sujets qui ont un impact sur la société. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une vraie discussion qui s'engage dessus. Et vous n'avez pas encore réfléchi dessus, votre posture vis-à- -vis de cette... La discussion est en cours. Oui, la discussion est en cours. Elle peut se faire avec des experts. Et à terme, je pense qu'il faudra, quand vous parlez par exemple de ce qu'on va regarder, mais il faut regarder, il y a des grands économistes qui sont là en ce moment. On ne va pas dire parce que vous appartenez au RHDP, on ne va pas regarder. Il faut que leurs réflexions soient mises. Il faut que les intelligences... Vous pouvez m'en citer un? Il faut que les intelligences, je ne les citerai pas, il faut que les intelligences se rencontrent et se parlent. On a eu des gouverneurs de la BCEAO qui se sont succédés ici. Rencontrons-les. Qu'ils se parlent, qu'il y ait une sorte de consortium, de discussion, de réflexion autour de la question du franc CFA. Merci Israël Guébo. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets qui leur tiennent à cœur. Le premier carton rouge de cette émission avec Gaël Lakba. Carton rouge, on constate en Côte d'Ivoire, il y a vraiment trop de problèmes dans le foncier. Depuis des années, on en parle, mais on a l'impression que plus on avance, ces problèmes-là sont toujours d'actualité. Et puis, sur le même truc, puisque ça concerne le ministère de la Construction, je reviens encore sur la question des coûts élevés des loyers. On a tout le temps décrié cela. Apparemment, le ministère de la Construction n'a pas de prix de plafonnement, il n'y a pas de prix homologué et tout ça. Normalement, c'est le ministère de la Construction qui devrait pouvoir s'introduire dans ce dossier-là, le prendre vraiment au sérieux, de sorte à ce qu'on ait des prix, il y ait des règles et tout ça. Parce que ce qui se passe, vous voyez des maisons qui ne sont même pas... qui sont souvent très petites, qui ne remplissent pas les conditions, mais qui reviennent très chères tout simplement parce que soit c'est dans Abidjan, soit dans le Grand Abidjan. Et le problème aujourd'hui même est en train de partir loin à l'intérieur. Tout le monde augmente les prix, chacun à sa façon. Et on souhaiterait que le ministère puisse se pencher sur ça. Je pense que ADCI aussi devrait regarder la question. Bien, Michel Pétard, carton rouge. Oui, moi, mon carton rouge, je vais l'attribuer à la ministre Belmondo Godot. Je pense qu'elle a été suffisamment très forte dans ses propos vis-à-vis du président du PDCI,
Tidjane Thiam, en tant que ministre de la Cohésion, et qui devait contribuer à la réconciliation, je pense que ses propos sont disproportionnés. Et si elle veut encore mériter encore ce type de ministre-là, de ce département-là, elle doit se corriger dès maintenant. Donc, carton rouge à cette ministre. Arsène Anoma, carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit de certains leaders dits de la société civile ou politique qui tiennent des discours enflammés, des discours qui appellent les Ivoiriens à descendre dans la rue, à s'opposer par tous les moyens à un éventuel deuxième mandat de la nouvelle République du président et qui, par magie, se retrouvent sous d'autres cieux pour se mettre à l'abri. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo du docteur Bouka Sako, président honoraire de la FIDOP, qui s'est retrouvé comme par miracle aux États-Unis, arguant du fait qu'il est menacé, que sa vie est menacée. Alors que quelques jours auparavant, il avait tenu une conférence de presse avec l'opposition où il appelait les Ivoiriens à descendre dans la rue pour s'opposer au prochain mandat du président. Et lui, qui s'oppose en homme courageux, en homme de terrain, brusquement, il se retrouve comme patientement en exil. Donc moi, je suis contre ces leaders-là qui mettent de l'huile sur le feu et qui sont incapables d'assumer les retours de leurs propos et de leurs actes. Voilà, la politique, ce n'est pas fait pour mettre de l'huile sur le feu, pour embraser les Ivoiriens. On peut faire la politique de façon responsable et consciente en tenant des propos assez apaisés. Car on n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, et il faut que nous la défendions. Bien, Israël Guebo, carton rouge. Carton rouge, il y a trop d'accidents en Côte d'Ivoire. Trop de familles endeuillées. Trop. Et ça, c'est dû à deux facteurs. Premièrement, le manque de rigueur et le laxisme sur les contrôles. Il faut qu'on exige qu'il y ait davantage de voitures, en tout cas toutes les voitures aient le passager de visite technique. En tout cas, ADCI au pouvoir, aucun véhicule ne mettra ses pneus sur la route s'il n'a pas de visite technique. Deuxièmement, c'est l'indiscipline. L'homme qui est au cœur de ce véhicule-là va brûler les feux, ne va pas respecter le code de la route. Donc, carton rouge pour le trop. Il y a des actions qui sont menées. Il faut renforcer ces actions-là de contrôle, de suivi et de sanction de ceux qui causent des accidents. Merci. Place maintenant aux chiffres du jour. Eh bien, le chiffre du jour, c'est 88,5. Le taux d'avancement des travaux de la voirie du Y4 est à ce jour à 88,5%. La voirie linéaire de 13 km est pensée pour désengorger, fluidifier le trafic et renforcer la sécurité routière. La date de livraison de la voie de contournement du Grand Abidjan est prévue d'ici fin 2025, selon notre source, bien sûr, l'agence de gestion des routes, AGERoute. Réaction là-dessus? Je pense que c'est bien déjà qu'il y a une avancée. C'est très bien. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, enfin, ceux qui habitent Benjerville se rendent bien compte que les voies de contournement sont très bien. Maintenant, il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite pour que, à terme, on ait vraiment les 100% des fins de travaux. Vous savez, en général, en Côte d'Ivoire, bien souvent, on donne une date et puis on repousse la date. Je rappelle dans le souvenir que le métro d'Abidjan devrait être livré depuis quelques années déjà. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Non, bon, moi, je me satisfais de ce chiffre et pour moi, c'est la preuve qu'il y a du travail qui est fait. Ce qu'il faut souhaiter, comme l'a dit l'invité, c'est que les travaux s'accélèrent et que l'ouvrage soit livré à temps. Sinon, je me satisfais de ça. Et pour moi, c'est dans l'ensemble, ça montre que véritablement le gouvernement est au travail pour le bien-être de ses administrés et il faut encourager cela. Michel Betta. Oui, je me réjouis que les travaux avancent. Ce que je constate aussi, c'est que souvent on nous dit que les budgets sont déjà bouclés et c'est dans la suite des travaux, on se rend compte qu'il y a une partie des budgets qui ne sont pas là pour achever les travaux. Moi, je le dis, pourquoi? Parce que j'estime que ces travaux-là doivent aller très vite. Vous savez pourquoi ces travaux-là doivent aller très vite? Parce que c'est des travaux, pour moi, on peut les faire de jour comme de nuit. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut que les équipes soient mises disponibles pour le faire. On avance sur les travaux. Ça se fait ailleurs. Ailleurs, c'est des travaux de route. C'est des travaux qui ne prennent pas assez de temps comme ce qu'on constate aujourd'hui. Et surtout que le gouvernement nous dit, chaque fois que les budgets sont bouclés, moi je pense que quand les budgets sont bouclés, c'est pour aller vite et achever les travaux. Vous préférez nous dire pour comprendre pourquoi ça a été là. Ah, voilà, ça, ADCI est là. Bien, Gaël Akbar, réaction sur ce chiffre. 88,5%.
faut féliciter, il faut reconnaître qu'il y a du travail qui est fait. Mais en même temps aussi, la question du respect des délais de travaux, ce n'est pas seulement sur les routes, c'est un peu partout. Tout ce que l'État engage, on ne sait pas ce qui explique cela. Souvent, on a même des rallonges et tout ça. Ça va aussi cela, il va de la gouvernance. Voilà, cela, il va de la gouvernance. Et sur la Y4 même, en réalité aussi, c'est une belle œuvre. Mais je vais interpeller l'AGEROUTE parce que vous verrez qu'il y a des endroits où l'électrification n'est pas encore faite. C'est vrai, on n'est pas encore à 100%, c'est justement pour cela. Mais là-bas aussi, ça crée des problèmes. Donc, plus vite ça va aller, ça sera pour le grand bonheur des populations. Merci Gaël Lakpa, merci Michel Beta, Arsène Anouma. Merci à vous, Israël Guébo, d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous revoir encore très prochainement. Avec plaisir. Sur ce même plateau. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain jeudi pour le dernier numéro de la semaine. Une interview également avec Yaya Fofana, membre du RHDP et candidat déclaré à la candidature au sein du parti présidentiel. Rendez-vous à ne pas manquer. Bonsoir.